un récit d'occasion ratée, des incompréhensions réciproques, des ambiguïtés, des erreurs de part et d'autre qui nous mettent aujourd'hui dans des situations qui sont bloquées. Yves, alors à toi la parole pour relancer la balle, relancer le débat avant d'en venir aux questions de la salle. Merci Louis. Voilà, je voudrais tout d'abord remercier M. Fuleux pour sa présentation tout à fait complète d'enjeux extraordinairement complexes et qu'il connaît bien puisqu'il a été acteur sur un certain nombre de points qu'il a évoqués. Alors, de mon côté, je ne vais pas me concentrer sur ces questions de politique de voisinage, je les connais mal, en tout cas je les connais beaucoup moins bien que vous. Je vais essayer de développer plutôt une vision que je qualifierais de stratégique. Non pas que vous ne l'ayez pas fait, mais je vais plutôt me concentrer sur la dimension stratégique, dimension de défense. Et pour ce faire, il va falloir que je mélange des domaines, des critères, des enjeux de nature très différente, et ne soyez pas surpris devant cela. En effet, il me semble que le temps de la guerre froide était un temps lourd d'événements catastrophiques, mais en même temps, c'était un temps relativement simple à comprendre, même si, comme je viens de le dire, les enjeux étaient compliqués. Aujourd'hui, il en va tout autrement, et de très nombreux paramètres de nature très très différents interfèrent et nous donnent une situation internationale extrêmement brouillée. Alors, pour en venir à l'Union européenne, je dirais qu'il y a deux dynamiques qui sont actuellement à l'œuvre au sein de l'Union européenne. La première dynamique, c'est celle d'une fragmentation, déconstruction de l'UE qui est de moins en moins capable d'agir d'une façon unifiée et dont les États membres n'ont plus nécessairement les mêmes attentes à son sujet, ni la même vision de son avenir. Et on va le voir d'ailleurs entre les PECO et les pays occidentaux de l'Union européenne. Deuxième dynamique, c'est évidemment la politique de la Russie à l'égard de ses voisins européens. Alors tout d'abord, les problèmes de l'UE. Et ça n'est pas une diversion de ma part, parce qu'en fait, je vais revenir au sujet, au cœur du sujet, en abordant les problèmes de l'UE. L'élargissement de l'Union européenne vers les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, a été justifié, M. Fuleux l'a rappelé, par la nécessité de les aider à stabiliser leur politique interne, leur politique externe et les aider à favoriser leur développement économique que cette union allait apporter. Ces objectifs autant généreux que réalistes s'inscrivaient dans l'idée que le multilatéralisme apporte paix et prospérité, une idéologie qui trouve son origine aux États-Unis avec Woodrow Wilson et plus tard avec Cordell Hull. Les États-Unis qui vont d'ailleurs dès 1993 établir d'une façon bilatérale, de fait, des relations de sécurité et de défense avec chacun des PECO à travers le State Partnership Programme, dont les objectifs s'inscrivaient dans le mouvement que je viens d'évoquer. Et pour justifier du State Partnership Programme, on dit que ça va contribuer à ancrer la démocratie dans le sens où les appareils militaires vont être normalisés à l'américaine. Et puis, évidemment, ça va être aussi le moyen de développer des complémentarités, l'interopérabilité entre les États-Unis et les PECO, de façon à ce que ceux-ci soient prêts, le cas échéant, à s'intégrer dans l'OTAN. Alors cette idéologie internationaliste que je viens d'évoquer très brièvement triomphe en 1989. Et dans sa version contemporaine, aujourd'hui, elle est fondée sur le triptyque ouverture des frontières comme source principale de la prospérité économique, consolidation du libéralisme politique, économique, financier et sociétal, promotion des droits de l'homme et de la démocratie comme objectif prioritaire en matière de politique étrangère, débouchant sur l'idée de régime change dont M. Fuleux a parlé. C'est ainsi qu'a été justifié l'élargissement de l'Union européenne au PECO, et pourquoi pas davantage vers l'Ukraine, vers la Géorgie, etc., etc. Cet élargissement allait en effet leur apporter la stabilité politique, les ancrer dans la démocratie parlementaire et contribuer à leur développement économique pour leur bénéfice, mais aussi évidemment pour le bénéfice de l'Union européenne. Alors cet élargissement, il a été préparé dans un moment d'euphorie européenne où l'UE semblait portée par des vents favorables. En même temps, cet élargissement était accompagné d'obligations et de codes
qui venait heurter la souveraineté des nations appelées à rejoindre l'Union européenne. Je citerai pêle-mêle, et là vous pourrez évidemment ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Tout d'abord, l'extension des normes de la Cour européenne des droits de l'homme pour unifier les droits fondamentaux, alignant ainsi les normes internes sur celles définies par une instance qui ne présente pas les mêmes critères démocratiques que la Cour suprême des États-Unis, par exemple. Une tendance de plus en plus marquée au contrôle et à la labellisation de l'information, avec une mise à l'index des opposants, on songe à la Hongrie d'Orban, par exemple, opposants accusés de toutes les phobies possibles et imaginables, opposants neutralisés par la création de nouveaux codes européens, codes de langage, voire une pratique récurrente de la subversion du langage, vous voyez, je n'hésite pas à le dire, par le recours à une forme d'ingénierie politique du langage. Et à cet égard, on se souvient de ce qu'écrivait Gramsci, le vrai pouvoir est de créer et de définir les mots. Alors, cette évolution, ou ces évolutions de l'Union européenne, qui sont celles-là également, eh bien, va générer une certaine forme de contestation qui va prendre, dans le cas du Brexit, qui va prendre la forme d'un divorce. Mais en Europe centrale et orientale, on voit bien qu'il y a des ferments de contestation qui se sont manifestés. J'ai évoqué la Hongrie de M. Orban. Alors, la crise de 2008, elle va porter un coup sévère, pour ne pas dire un coup fatal, à l'idéologie internationaliste. En effet, cette idéologie internationaliste, elle n'est pas sans faille. La libéralisation des capitaux va rendre impossible que la crise des subprimes reste circonscrite aux seuls États-Unis, où elle a pris naissance du fait de procédés bancaires et financiers, au mieux risqués et au pire franchement malhonnêtes. L'ouverture des frontières sans réserve a favorisé la contagion aux autres pays, et en particulier à l'Europe. Cette crise, en s'étendant, a fait en fait ressortir les défauts du système, permissivité du système financier bancaire, délocalisation des emplois, source de chômage accru, accroissement des inégalités. Ne vous trompez pas, je ne suis pas stipendié par M. Mélenchon. Donc, accroissement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, pauvres qui représentent une part non négligeable de la population. Aux États-Unis, c'est à peu près 40 millions de personnes qui sont éligibles du SNAP, c'est-à-dire des restaurants du cœur. Soit dit en passant, rapporté à la population totale, cela représente en pourcentage à peu près, c'est un pourcentage à peu près équivalent à celui de la Russie, même si les seuils de pauvreté ne sont pas les mêmes dans chacun des deux pays. Alors autrement dit, l'idéologie occidentale internationaliste, postmoderne, libérale, favorisant l'ouverture des frontières et des marchés, s'est trouvée mise en défaut. Alors cette crise a de profondes répercussions aujourd'hui, y compris à l'est de l'Europe. Elle modifie au sein de chaque pays les paradigmes anciens sur lesquels étaient fondés les partis politiques traditionnels et les positionnements qu'ils affichaient. Vous en connaissez l'exemple, le Brexit, l'éclatement des partis républicains et démocrates aux États-Unis, etc., etc. Et les enjeux, on peut dire, les enjeux politiques fondamentaux sont disputés entre ce que j'appellerais les nationalistes et les internationalistes. Alors, nationalisme, eh bien, dont la Russie de Vladimir Poutine est l'une des incarnations. Alors, en la matière, je crois qu'il faut éviter deux écueils. Celui de l'antipoutinisme primaire, qui ferait du dirigeant russe une réincarnation de Staline et d'Hitler réunis, comme on a pu le voir énoncé dans des news magazines réputés sérieux, ou au contraire développer une vision idyllique de la Russie. Toujours est-il que face aux pays occidentaux, qui tous traversent peu ou prou une crise existentielle, on voit un pays qui, sous un régime autocratique, est passé d'une situation au bord du gouffre à une nation réunie avec espérance et fierté retrouvée. Quoi qu'on en dise, Vladimir Poutine en est l'incarnation, et d'ailleurs en Russie, sa cote personnelle de popularité a oscillé depuis 2008, et je crois que c'est à souligner, entre 65 et 80% d'approbation. Cela peut faire rêver ailleurs. Alors l'élargissement de l'Union européenne au PECO avait précédé de peu le moment où cette dernière basculait dans une phase de dysfonctionnement et de contestation, notamment de son mécanisme de décision. Ainsi, si l'élargissement a eu des effets bénéfiques, il a mis en branle des forces centrifuges
appelant à revoir de fond en comble le fonctionnement de l'Union européenne, d'où l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses qu'a évoquée il y a peu de temps la chancelière allemande. Alors pour les PECO, ça veut dire quoi, me semble-t-il? Ça veut dire que leur assise par rapport à la Russie, fondée d'une part sur l'inclusion dans l'Union européenne et d'autre part sur l'appartenance à l'OTAN, s'est trouvée en quelque sorte déséquilibrée avec l'Union européenne en crise. Et ce déséquilibre a donné davantage de poids stratégique à la seconde assise, à l'OTAN. Et cette assise sur l'OTAN, fondée sur l'OTAN, est en même temps, c'est-à-dire essentiellement sur les Américains, mais en même temps, elle n'est pas nécessairement aussi assurée qu'il y paraît. Ce sentiment a d'ailleurs été exprimé, si vous vous souvenez, il y avait une fuite en juin 2014, un déjeuner réunissant le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Radosław Sikorski, et un ancien ministre des Finances polonais. Et Sikorski affirmait que, je cite, « l'alliance avec les États-Unis créait un faux sentiment de sécurité pour les Polonais ». Alors cette situation complexe, sinon confuse, où les PECO jouent leur propre partition entre Washington et Bruxelles, l'UE, l'OTAN, pourrait se trouver bouleversée si la relation américano-russe se modifiait à l'occasion de la lutte contre l'islamisme militant. Les PECO risqueraient de se trouver à défendre en Europe une posture intransigeante à l'égard de Moscou, alors même qu'ailleurs, entre les forces armées américaines et russes, se serait organisée une coopération dont on peut penser qu'elle a fourni l'amorce des discussions lors de la rencontre récente qui a eu lieu en Azerbaïdjan entre le président du comité des chefs d'état-major interarmées américain et son homologue russe, le général Gerasimov. Alors ça m'amène brièvement à évoquer le facteur russe et les PECO. Alors l'élargissement de l'Union européenne aux PECO, avec tous les bénéfices que cela a apporté, PECO aussi membre de l'OTAN, a modifié l'équation stratégique européenne par rapport à la Russie. Volins-nolins, les Russes estiment que leurs intérêts vitaux pourraient être rapidement menacés dans le cadre d'une montée de la tension entre eux-mêmes et les Occidentaux. Pourquoi? Pour une raison de géographie, ou de proximité géographique. En 1989, Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque Leningrad, était situé à environ 1400 km des unités de l'OTAN. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg est à 130 km des forces de l'OTAN. Ça change la donne. Si vous êtes russe, vous êtes obligé de le constater. La Russie se trouve ainsi bordée par l'OTAN, qui avait affirmé d'ailleurs lors du sommet de Varsovie en juillet dernier que la Russie était la menace principale. Alors ce qui compte en la matière, c'est-à-dire cette arrivée à la frontière russe, ce n'est pas tant les forces des pays baltes que celles des États-Unis, puissance nucléaire, première puissance militaire du monde. Alors, les États-Unis, toujours eux, ont su, dans le cadre d'une relation inégalitaire développée avec les PECO, des rapports privilégiés en matière de défense face aux Russes et qui sont pommes de discorde avec ces derniers. Alors, je vais évoquer quelques exemples. Il y a l'exemple, très brièvement, des deux bases antimissiles en Roumanie, à Deveselu, et en Pologne, à Redzikowo. Là, le diable est dans les détails. C'est assez simple à dire. C'est-à-dire que les lanceurs de missiles, ils lancent des missiles antibalistiques. Mais ils peuvent aussi lancer des missiles de croisière équipés de charges nucléaires. Ce qui, d'un point de vue russe, pose problème. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est un enjeu considérable, d'autant que ces deux bases, elles sont liées à l'OTAN, mais en fait, elles sont totalement opérées par les Américains. Alors, il y a le conflit gelé en Ukraine. Monsieur Fuleux en a parlé. Conflit complexe, lourd de dangers, qui peut à tout moment déraper. Et là, je dirais que c'est compliqué à dire, c'est compliqué à analyser, mais on peut aussi faire l'effort de considérer que l'affaire ukrainienne, c'est le fait que les États-Unis se sont servis de l'Ukraine comme un bélier contre la Russie. C'est aussi une hypothèse qu'il faut évoquer. C'est pas adopter la position russe. Je crois qu'il faut évoquer toutes les hypothèses.
Et puis, il y a le contentieux lié aux sanctions, le contentieux lié aux attaques dans le cyberespace, où la Russie est également l'objet d'attaques, comme nous d'ailleurs. Alors, en conclusion, brièvement, trois points. L'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN au PECO ne doit pas être le précurseur d'un élargissement vers la Géorgie et l'Ukraine. Ce serait la fin de l'UE comme projet politique. Ce serait pratiquer mutatis mutandis une politique de rollback de l'influence russe, telle que l'avaient imaginé des stratèges américains dans les années 50. Aujourd'hui, l'élargissement éventuel de l'Union européenne, même si l'idée est gelée, pourrait refaire surface. Ce ne serait plus la meilleure garantie de créer la stabilité dans le voisinage oriental de l'Union européenne. Deuxième point, au sein de l'Union européenne, l'élargissement ne peut et ne doit signifier que les pays occidentaux de l'Union épousent les querelles historiques de leurs partenaires des PECO à l'égard de la Russie. Ce n'est pas conforme à leur histoire et pourrait s'avérer contre-productif. Et on voit bien que la vision que l'on a de la Russie au sein des PECO et plus à l'ouest, crée des tensions. Et les PECO sont mécontents de la tiédeur, entre guillemets, de certains pays européens, je ne les citerai pas. Et d'ailleurs, ça les a amenés, ces PECO, à créer le Bucharest Format, qui est une réunion informelle d'un certain nombre de PECO qui vise à formaliser leur position au sein de l'OTAN pour défendre des positions parfois assez maximalistes à l'égard de la Russie. Dernière remarque, l'Union européenne, prise dans ses contradictions internes, ne joue plus un rôle de modérateur dans la relation avec Moscou et pour le règlement de la crise ukrainienne. D'un point de vue stratégique et militaire, elle pratique, selon moi, la politique de l'autruche, refusant de considérer rationnellement les enjeux de la crise. Ils sont bien évidemment multiples et l'on ne doit pas exclure la dimension nucléaire de cette crise. Et toute dégradation de la crise avec Moscou augmente les risques d'une escalade, y compris vers le nucléaire. S'il ne faut pas se coucher devant les comportements déviants des Russes, il faut raison garder et travailler à ce que la diplomatie reprenne ses droits. Merci. Merci. J'imagine qu'il va y avoir un débat entre vous. Stéphane Füle avait une expression que je reprends. Il avait dit « l'Union européenne, quelquefois, montrait le chemin et pas assez la lumière ». Il voulait dire, évidemment, un chemin escarpé, ardu, des conditions à l'adhésion, des conditions au maintien dans l'Union. Yves est passé par là et il a presque éteint la lumière. Mais on peut ne pas être aussi pessimiste quant au projet européen. Je voudrais peut-être, avant de passer les questions à la salle, vous lancer le débat entre vous. C'est vrai qu'il y a deux sujets qui nous intriguent un peu, et surtout dans la période que l'on vit aujourd'hui, qui est effectivement d'affaiblissement de l'Europe. Comment on ne parvient pas entre Européens à faire naître un vrai débat stratégique sur une compréhension à la fois des objectifs, des impératifs de sécurité. Pourquoi systématiquement cette réassurance, cette recherche vers le partenaire américain plutôt que de chercher nous-mêmes à définir quels sont nos enjeux et nos capacités stratégiques. Et puis le deuxième point, c'est quand même que l'Union européenne s'est constituée comme une union de valeurs, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, et qu'effectivement on ne peut être que s'interroger sur les populismes qui traversent l'Europe, mais qui travaillent aussi, et quelquefois dans des régressions qu'on constate. Tu as cité l'Hongrie, la Pologne aujourd'hui, et qui marque à l'Est. Est-ce que c'est une forme d'étape? Après tout, d'autres pays ont connu des retours vers l'Europe qui ont été marqués par quelquefois des allées et venues. Ça n'a pas été le cas, je le signale, ni du Portugal, ni de l'Espagne, ni de la Grèce quand même, quand ils ont adhéré. Donc évidemment, ce point nous interpelle. Alors, Stéphane Füle. Merci beaucoup. Premièrement, je vais essayer de faire 5 remarques rapides concernant ce qui a été dit. La différence entre les anciens membres et les nouveaux membres de l'UE. Et la différence
est une réalité. Nous en sommes tout à fait insatisfaits. Mais il est aussi important de constater quelle en a été la cause. Premièrement, selon moi, et de façon générale, il y avait une attente de la part des anciens membres selon laquelle, en une dizaine, douzaine d'années d'adhésion, nous pourrions devenir nous aurions pu instiller le virus de la démocratie, pour ainsi dire, à ces nouveaux amis. Je me rappelle qu'à l'époque, je n'étais plus tout jeune quand un joueur, un footballeur noir est allé jouer à Chelsea et on l'a hué, littéralement hué. Ça ne se passe plus au Royaume-Uni. Bon, nous avons nos problèmes à nous et on les gère. Et la convergence, pas simplement du point de vue économique, mais aussi de l'application des valeurs et des engagements, cela existe malgré les hauts et les bas, hein, si l'on parle de la Pologne et de la Hongrie. Bon, très franchement, si je parle des mouvements populistes aux Pays-Bas et en France, là, quand même, bon, il faut faire la part des choses. Ça, c'est un des éléments. Deuxièmement, quelque chose qui n'a pas du tout aidé, c'était la question des migrations. C'est là exactement où il faut plus de temps pour comprendre, voyez-vous, la valeur ajoutée qu'il y a à la migration. Ça a été plus facile pour vous avec l'Algérie et toutes ces relations complexes. Bon, finalement, pendant des décennies, on vous a poussé à régler toutes ces questions, y compris cette question des flux migratoires entre vos anciens territoires et la France. Nous n'avons jamais connu ça. Ça a été tout à fait le contraire. L'une des fortes minorités au début de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, a été essentielle dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette minorité a été envoyée en Allemagne. C'est comme cela que l'on a créé la Tchécoslovaquie, qu'on en a fait un pays quasiment sans minorité. Il nous faut du temps pour nous adapter aux faits selon lesquels les migrants nous permettent de relever les défis intérieurs et extérieurs. Mais au lieu de nous donner le temps de comprendre, sur la base des recommandations de la Commission, on a voté pour des quotas obligatoires dans nos pays. Nous disions, ne nous obligez pas à accepter, je ne sais combien, 2500 immigrés. Nous les accepterons de nous-mêmes. Mais ne nous forcez pas à le faire. Il ne faut pas rendre cela obligatoire. Et c'est quand même arrivé. Voilà les véritables raisons à ce fossé. Une combinaison entre ces deux aspects. Et puis, on a créé une impression selon laquelle les frontières ouvertes, la mondialisation, tout cela était le résultat d'une approche extrêmement libérale. Pour être tout à fait franc, moi je vois cela comme l'inverse. La mondialisation, c'est quelque chose qui nous a été imposé du fait du progrès technique et donc les politiques libérales essayent d'en tirer le meilleur parti. Mais la vérité est que malheureusement, là où nous avons complètement échoué, c'est dans la redistribution de la richesse tirée de ce mouvement. Nous avons fait avancer l'ensemble du monde, mais malheureusement, beaucoup de nos travailleurs, beaucoup de notre main-d'œuvre en a payé le prix. Et ça a été notre propre erreur. Nous n'avons pas vu cela arriver. Troisième argument, quand l'OTAN a accepté la Tchécoslovaquie, en fait, la République tchèque et d'autres pays, il y a eu 3 noms.
l'OTAN a dit très clairement à la Russie qu'on n'avait pas l'intention de projet ou de besoin de déployer des armes nucléaires sur le territoire des nouveaux États membres. L'OTAN est allé plus loin en disant qu'il n'y aura pas de base militaire significative sur le territoire des nouveaux membres. Et moi, j'aurais pu ajouter une autre raison. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de projet pour nous protéger sur la base de l'article 5. Mais tout cela a été lancé parce que quelqu'un à Prague l'a demandé? Non. Mais à cause de ce qui s'est passé en Crimée ou dans l'est de l'Ukraine. Et c'est quelque chose auquel vous n'avez pas vraiment fait allusion. Quatrièmement, maintenant. Les sites de missiles antibalistiques relèvent du commandement de l'OTAN. Non, ça n'est pas une spéculation de ma part. Je vous le dis. Ils relèvent du commandement de l'OTAN. Et dernier point. L'un des éléments de propagande avec lesquels j'ai beaucoup de mal, j'y suis allé, je l'ai vu ça de mes yeux, selon lequel toute l'Ukraine était à la main des Américains, etc. Mais en fait, c'était tout à fait le contraire. Il y a eu une politique de remise à zéro entre les États-Unis et la Russie, juste après les événements en Géorgie. Les Américains ont essayé de remettre à zéro leur politique vis-à-vis des Russes. Et à cause de cette politique de remise à zéro, politiquement, les Américains se sont retirés de l'Europe de l'Est. Quand j'ai négocié l'accord d'association, quand j'ai essayé de créer un partenariat avec les Américains, je n'avais pas d'homologue. Les Américains étaient dans les Balkans occidentaux, parce qu'il y a eu des promesses, mais ils n'étaient nulle part en Europe de l'Est, à cause de l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de Moscou pour améliorer la relation. Et en fait, ils pensaient que toute activité de leur part dans cette zone créerait des soupçons de la part des Russes. Donc ça a été tout à fait le contraire. Concernant l'union des valeurs, j'ai déjà évoqué cela en partie. Pour nous, le point le plus important, lorsque j'ai rejoint la Commission européenne, les pays des Balkans occidentaux, lorsque je suis allé dans la région pour la première fois, ils ont dit « Ah, enfin, voilà quelqu'un de la région qui a rejoint l'Union européenne. Racontez-nous comment les Tchèques l'ont fait et nous, on fera exactement comme vous. Et on pourra devenir aussi membre de l'UE. » Je leur ai dit « Non, non. Non, parce que nous avons fait une erreur. » Bon, je n'étais pas aussi pessimiste à l'époque. Mais je leur ai dit « Voyez-vous, nous avons rejoint l'Union européenne et sans avoir changé de façon approfondie notre façon de penser. Rejoindre l'Union européenne, ça n'est pas qu'une question d'approximation de l'acquis. Ça n'est pas une question de s'aligner sur la base législative de l'UE. C'est une question de mentalité. Il faut savoir ce que l'on est prêt à accepter. Par exemple, l'état de droit s'applique à tout le monde. Comme je l'ai dit, nous essayons de répondre à ces questions difficiles en tant que membre de l'UE et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir en tant que commissaire à l'élargissement pour essayer de modifier, de rationaliser le processus d'élargissement pour que les pays candidats transforment leur modalité. Et donc, pour avancer cet argument, ça n'est pas là le défi pour moi. Je pense également que le défi ne tient pas au premier pas du nouveau gouvernement américain. Je suis parmi ceux qui sont convaincus qu'il faut être reconnaissant de ce coup de semonce qu'est l'élection de Trump. Que cela devrait nous faire prêter beaucoup plus d'attention et dédier beaucoup plus de moyens à notre propre sécurité, à notre propre défense,
quelles qu'en soient les formes, pas contre les États-Unis, mais en coopération étroite avec les États-Unis. Et les PECO ne sont pas différents par rapport aux anciens membres. Au niveau de l'État tchèque, nous avons signé un accord de coopération étroit en matière de défense avec l'Allemagne. Là, vous avez raison concernant Bucarest. Là, oui, ça a été une erreur, j'en suis complètement convaincu.